Salut à tous, de retour avec les équipes de Deloitte, sujet de la facturation électronique, avec Delphine Nicot. Bonjour Delphine, et avec Thibaut Vérité. Salut Thibaut. Bon, bonjour. Delphine, je vais commencer avec toi, parce que la question reste celle du calendrier. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a des certitudes, on peut dire, autour de cette histoire de facturation électronique ? Écoute, le gouvernement cet été nous a confirmé le calendrier qui était prévu, à savoir en réception facture électronique dès le 1er juillet 2024 pour l'ensemble des entreprises et en émission de façon progressive. 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille moyenne et enfin les TPE et les moyennes entreprises. Oui, les petites entreprises. Ouais. 1er janvier 2026. Et on remarque que ce calendrier n'a pas varié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer qu'au dernier moment... Alors, c'était une grande espérance des opérateurs, bien sûr. C'était qu'il y a encore un décalage, mais il y avait déjà eu un décalage, puisqu'on aurait dû rentrer en vigueur dès le 1er janvier 2023. Donc, on a déjà eu ce premier décalage. Et là, l'administration a finalement confirmé son calendrier. Elle ne souhaite pas le décaler plus encore et pense qu'elle sera prête. Oui, voilà. Et donc, et pense qu'elle sera prête. Elle sera prête. Enfin, elle devra l'être. Oui, elle devra l'être. Mais tout indique qu'elle peut l'être, en fait. Tout indique qu'elle peut l'être. Tout indique qu'elle peut l'être. Et là, est-ce qu'elle a apporté des précisions aussi sur, j'en sais rien, un certain nombre d'éléments réglementaires qui puissent affiner un petit peu l'environnement dans lequel vont se trouver les entreprises ? L'administration vraiment est sur le sujet. Il y a des groupes de travail qui sont organisés et très régulièrement, elle met à jour ses spécifications externes. Dernière mise à jour, on a une mise à jour le 30 juin qui donne des précisions supplémentaires sur les use cases, sur des scénarios spécifiques, autofacturation, paiement par un tiers. Donc, on a tout un cas de cas qui sont détaillés par l'administration pour aider les opérateurs à mieux comprendre la réforme. Bon, et on verra de toute façon à la fin de notre entretien pourquoi elle y tient tant, l'administration, et pourquoi est-ce que l'État, un petit peu comme il l'a fait d'ailleurs avec la retenue à la source, se sent tout à fait capable d'aller au bout de cette tâche importante. Est-ce que, Thibaut, vos clients ont pris la mesure du défi ? Alors, ce qui est certain, c'est que les clients, maintenant, on sent un réel sentiment d'urgence chez les clients. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. On sent que ça a maturé. Il y a encore quelques temps, les clients pouvaient se dire, en regardant le sujet d'assez loin, que finalement, c'était relativement gérable dans le temps imparti. D'ailleurs, la plupart avaient déjà mis en place des outils de digitalisation de factures. Et puis finalement, au fur et à mesure, lorsqu'elles se plongent réellement sur le sujet, ce sentiment d'urgence point. Ce qui veut vraiment dire que le défi commence à être identifié chez les clients. C'est un tout petit peu plus compliqué ou même beaucoup plus compliqué que ce qu'ils avaient anticipé, c'est ça le truc ? C'est plus compliqué que ce qu'ils avaient anticipé. On réalise en fait l'ampleur de la tâche, c'est ça ? Exactement. Et d'ailleurs, certains CFO disent qu'il y a quelques écueils ou en tout cas quelques zones de stress sur cette réforme. Alors vas-y, tu les as en tête, ces zones de stress ? Alors quelques-unes. D'abord, est-ce que les directeurs financiers sont sereins sur le fait que leurs équipes maîtrisent complètement les impacts de la réforme ? Ne pas oublier de périmètre. Il y a certains exemples où on se rend compte qu'il y a quelques périmètres de la réforme qui sont oubliés. Dans le cadrage, dans l'analyse, est-ce que le e-reporting est bien inclus ? Certains pourront se reconnaître. Deuxième écueil possible, c'est est-ce que je maîtrise complètement l'ensemble et l'exhaustivité de mes flux factures ? Il ne faut pas oublier quelques factures clients sur le chemin. Est-ce que j'ai réfléchi et je sais quoi faire des outils de digitalisation que j'ai déjà mis en place ? Parce qu'en plus, bien souvent, il y en a plusieurs. Est-ce que je suis serein sur le fait que, finalement, je suis en capacité de payer mes fournisseurs dans les délais ? Puisque demain, on ne peut pas échapper à l'œil de l'administration qui verra automatiquement si on respecte les règles ou pas. Et puis tout ça dans un contexte aujourd'hui où, finalement, il y a une grosse tension sur les ressources. Et on sent déjà, on a un gros risque, certain, du fait que cette tension sur les ressources s'aggrave progressivement au fur et à mesure où on se rapproche de l'échéance 2024. Il y a une tension sur les ressources et puis il y a une tension, je pourrais dire tout court en ce moment pour les équipes finances. Enfin, elles ont quand même sur le feu entre les taux, l'inflation, les difficultés d'approvisionnement, le soutien aux fournisseurs. La masse de nouveaux éléments à gérer en ce moment est considérable. Et donc il faut gérer cette histoire de facturation électronique en même temps. Alors le sujet, c'est il n'y a pas le choix. C'est en effet quelque chose qui vient se rajouter sur la pile des tâches. Deuxièmement, je pense qu'on peut voir cette contrainte réglementaire plutôt comme une opportunité. C'est un vrai enjeu, c'est une vraie force qu'a cette réglementation qui est de mettre à niveau l'ensemble des acteurs
autour d'un langage commun, autour de règles communes, ce qui fait que ça permet encore d'augmenter l'automatisation, d'augmenter la qualité de la donnée, d'augmenter l'expérience utilisateur qu'ont les usagers au sein de la fonction finance et donc augmenter l'attractivité de la fonction finance. Ouais. Il faut plus le voir comme une opportunité, une capacité à obtenir des gains derrière cette réforme, plutôt comme une contrainte unique réglementaire. Alors, on verra ça et vous verrez ça d'ailleurs dans un certain nombre d'autres capsules, d'autres tracks qu'on vous propose. Hein. Donc, allez voir ça et c'est vrai, notamment, vous verrez, on a un acteur qui est quand même très très important, qui est la Poste. Pour la Poste, c'est quelque chose alors d'énorme à mettre en œuvre, mais aussi derrière une économie de ressources à tous les niveaux, enfin, qui va être absolument considérable. Qu'est-ce qu'on peut dire, Delphine, pour essayer de convaincre les entreprises, non pas d'accélérer, parce que tu l'as dit, mais en tout cas que c'est peut-être une opportunité à saisir? C'est une opportunité dans le sens où effectivement les entreprises vont devoir mieux maîtriser leurs données, les flux dans leur intégralité, le traitement TVA, pour s'assurer qu'effectivement le contrôle qu'elles avaient a posteriori, avant, ça va devenir un contrôle a priori. Donc il faut absolument être sûr de la donnée, de ces données fiscales en fait, auxquelles l'administration va avoir accès en temps réel. Qu'est-ce qu'on risque si on n'est pas au rendez-vous? Parce que je pense que la question, la question va commencer. Est-ce que déjà la question arrive? Des sanctions sont prévues, mais est-ce qu'un certain nombre des clients de Deloitte Avocats commencent à poser la question de bon, écoutez, dites donc, c'est pas si grave si on n'y est pas au rendez-vous? Alors les sanctions, ce sera 15 000 € par flux par année civile. Pour les manquements, on va dire maximum. Par année civile. Flux invoicing ou e-reporting, donc 30 000 € par année maximum. Alors, c'est vrai que pour certains groupes, ça peut sembler peut-être anecdotique. En revanche, à mon avis, défaut d'image si on ne respecte pas les règles, parce que dire sur la place que telle entreprise n'est pas au point sur la facturation électronique, je pense que c'est effectivement un risque d'image pour les entreprises. Donc au-delà des simples sanctions financières, il y a le défaut d'image et puis également des sanctions supplémentaires qui pourraient être prévues par l'administration comme la non-récupération de la TVA sur leur facture d'achat, là qui pourrait être vraiment un point bloquant pour elles. Mais je suis sidéré que ce ne soit pas lié au chiffre d'affaires. Que ce ne soit pas lié au volume facturé, en fait. Ce n'est pas lié au volume facturé aujourd'hui, mais la non-récupération de la TVA sera le point drivant. Ta conviction, Thibault, c'est qu'il y a du ROI à aller chercher derrière cette grande aventure de la facture électronique. Exactement. Il y a déjà beaucoup de ROI qui ont été identifiés et récupérés par les projets passés. Celui-ci, c'est le dernier. Alors, je pense que le ROI et aller chercher du ROI, c'est aussi un moyen de capter du budget pour pouvoir lancer ce projet et le lancer correctement. Et si on le lance correctement, si on raisonne sur la chaîne de bout en bout, en effet, on peut aller chercher du ROI. Et je pense même que c'est presque le dernier projet focalisé sur la facture qu'on peut mener au sein d'une direction financière pour qu'ensuite les directions financières se concentrent sur ce qui apporte plus de valeur, la rationalisation des flux, l'optimisation du processus et se focaliser sur l'amont de ce processus facture, le commande-contrat notamment. Je pense, en l'occurrence, la transformation financière de la Poste, un exemple auquel, spontanément, je n'avais pas pensé, mais il découvre que, je crois que c'est une base de à peu près 5 millions de clients. Quand ils dédoublonnent, ils se retrouvent avec 1 800 000 clients. Oui, mais tout à coup, ils se retrouvent que ces clients étaient traités en silo. Et le fait de se rendre compte que c'est le même client, le fait de pouvoir le traiter de manière unique, va rendre le traitement et sans doute même le rendement de ce client beaucoup plus efficace pour la Poste. C'est des exemples comme ça que tu as en tête? Exactement. La rationalisation des bases clients-fournisseurs, c'est un sujet clé. La capacité et derrière, on est plus efficace pour traiter ce client ou pour traiter ce fournisseur. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Et on est plus efficace dans la relation qu'on a également avec ces clients-fournisseurs sur la facture. Et potentiellement, ça ouvre un champ plus large également, bientôt sur les commandes, etc., etc. Et cercle vertueux de digitalisation derrière, c'est-à-dire on a de la donnée structurée, on commence qu'on par peut les factures, utiliser, qui est déjà rationnelle, analysée. On entre par les factures parce que c'est ce qui intéresse l'administration, mais ça crée un socle d'harmonisation du langage, y compris sur les factures et sur les contrats. Ouais, exactement. Delphine, on va finir avec ça, parce que l'État a tout à gagner dans cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il pousse
cette facture électronique et pourquoi est-ce qu'il tient absolument à être au rendez-vous? Alors, l'objectif premier, il est clair, c'est lutter contre la fraude. Donc, ce qu'on appelle le VAT gap, la différence entre les recettes attendues et puis ce qu'on a à la fin de l'année dans les caisses de l'État. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Ça se chiffre en milliards, la fraude à la TVA? Plusieurs milliards. En tout cas, les pays voisins qui l'ont mis en place avant nous, alors pas tout à fait les mêmes systèmes, mais des systèmes relativement équivalents, l'Espagne ou l'Italie, ils ont récupéré chacun plusieurs milliards. Oui. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a d'autres objectifs tels que connaître l'activité en temps réel des entreprises et pouvoir adapter les politiques économiques. Et puis, en fin de course, ce sera évidemment de pouvoir pré-remplir les déclarations de TVA pour les opérateurs qui, du coup, n'auront qu'à vérifier finalement que la donnée qu'ils ont remontée est correcte. L'idée, c'est, en bout de chaîne, le prélèvement de la TVA à la source. Alors ça, c'est... Non. Mais en tout cas, tous les mois, les entreprises déposent des déclarations de TVA et ça va être l'intégralité des lignes qui devraient être pré-remplies par l'administration et à la fin, l'entreprise n'aura qu'à payer, à pousser le bouton payer et dire oui, c'est bon, ça correspond avec moi ce que j'ai comme information dans mes systèmes. Merci Delphine, merci Thibault, merci à vous de nous avoir suivis et encore une fois sur cette question de facture électronique, on a eu là un état de l'art, si j'ose dire, et on a des cas concrets à vous proposer. Vous allez trouver ça sur la plateforme Future of Finance qui reste à votre disposition.